Aujourd'hui, on réagit à la théorie d'évolution de Charles Darwin expliquée simplement. Au fil des siècles, les êtres humains ont cherché à comprendre l'origine et la complexité de l'univers qui les entoure. Contexte, avant de commencer la vidéo, je suis chrétien orthodoxe et je ne crois pas en la théorie de l'évolution. Normalement, je parle de santé ancestrale, etc. Mais pour moi, c'est très important d'en parler parce que il y a beaucoup de mensonges en fait, rien qu'avec l'évolution de l'homme, avec le fait que l'homme aurait évolué avec, comment dire, en fait, l'homme aurait évolué par exemple avec la viande, alors que moi, selon moi, l'homme a toujours été le même depuis la création de Dieu. Euh, et en fait, le problème, c'est que le mensonge évolutif, en tout cas la théorie évolutive, euh, essaye de nous prouver des choses qui biologiquement posent problème si ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est très important. Donc c'est en rapport avec ma vision, soit je reste pas que sur l'alimentation, moi je parle de tout. Et pour moi, la vie est une logique globale. Parmi les nombreuses théories et croyances qui ont émergé, le créationnisme s'est imposé et a influencé les cultures, les sociétés et les croyances de diverses civilisations à travers le monde. C'est le raisonnement le plus logique du monde. Basé sur des récits religieux, le créationnisme affirme que toute forme de vie sur Terre est le résultat d'un acte délibéré de création par une entité supérieure, généralement considérée comme divine. Cependant, depuis environ 160 ans, Charles Darwin a ouvert de nouvelles voies de réflexion et a bouleversé nos croyances en offrant une explication scientifique plausible à la diversité du vivant. Suite à ses travaux, l'explication de la diversité du vivant s'explique grâce à des faits scientifiques incontestables. C'est la théorie de l'évolution. Oui, c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que c'est là qu'on veut y venir, c'est que en soi, le fait que des gens réfléchissent à une certaine théorie ne me dérange pas. Même si, selon moi, quand on est croyant, on n'a même pas à y croire, on n'a même pas à y penser une seule seconde. Mais, encore une fois, c'est la volonté de l'homme de vouloir découvrir la vérité. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand on vous dit incontestable, quand on vous dit, voilà, c'est comme ça, c'est la théorie d'évolution, c'est presque même plus une théorie, c'est comme ça, le consensus scientifique, blablabla. On va le voir dans cette vidéo. S'il nous présente des preuves, mais il n'y a aucune preuve de la théorie de l'évolution. Charles Darwin est un naturaliste paléontologue et géologue britannique du 19e siècle, devenu très célèbre pour ses travaux scientifiques sur l'évolution. À l'âge de 22 ans, il a participé à un voyage qui va changer sa vie. Il sera recruté en tant que naturaliste à bord du HMS Beagle par son capitaine Robert Fitzroy pour une mission d'exploration d'environ 2 ans. L'objectif de cette mission est de recueillir des données et des échantillons sur la faune, la flore et la géologie de plusieurs régions du monde. Le voyage va finalement durer 5 ans, de 1831 à 1836, et permettra à Darwin d'acquérir une certaine notoriété en tant que naturaliste grâce à ses nombreuses observations et récoltes d'organismes et de spécimens. En effet, en 1838, il publiera un livre, Journal et remarques, plus couramment connu sous le nom Le Voyage du Beagle, qui regroupe les nombreuses observations qu'il a pu faire durant son voyage, ce qui lui permettra de gagner le respect de ses pairs. Ce livre sera les fondations de son ouvrage le plus connu, L'origine des espèces, qui sera publié 20 ans plus tard, en 1859. Dans cet ouvrage, Darwin présente sa théorie de l'évolution par sélection. Pour le coup, là, je précise une chose, hein, qu'on se rende bien compte. Ok. L'homme, depuis des millénaires et des millénaires, a toujours cru au créationnisme. Il a toujours cru, bon, je pense pas que ce soit le premier qui a inventé la théorie de l'évolution en tant que théorie, mais l'homme en général a toujours cru au créationnisme. Il s'est toujours dit, tiens, une divinité a créé ce que j'ai, c'est logique en fait, il a créé, etc., etc. On peut le voir dans la religion, dans les poésies de l'époque, dans la philosophie de l'époque, même, par exemple, le stoïcisme croit en Dieu en plusieurs dieux, en un seul dieu, peu importe. La vérité, selon moi, c'est le Christ, mais ça reste la même logique de la divinité qui crée. Ok. Ensuite, on a Darwin donc, qui vient avec une nouvelle théorie, la théorie de l'évolution. Ok. C'est assez récent hein, quand on y pense, durant toute l'histoire de l'humanité. Et donc, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est une personne qui vient chambouler toutes les croyances. À partir de là, il faut déjà se poser des questions. Ok. Euh,
c'est pas un consensus qui est venu depuis des millénaires où on s'est dit, ah oui, c'est vrai que ce serait logique quand même qu'il y ait une évolution, blablabla. Non, 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 c'est assez récent. Et en fait, on n'a jamais cru ça. Et aujourd'hui, en fait, on vous le vend comme la réalité absolue. Mais bon, on va voir ce qu'explique la vidéo. Même si je connais déjà les arguments. Naturelle. Il explique que les espèces ont la capacité de s'adapter au changement de leur environnement au fil du temps, entraînant ainsi leur évolution. Ça, c'est vrai. Mais j'espère qu'ils vont parler de la différence entre microévolution et macroévolution. Je crois en la microévolution, à l'adaptation à son environnement. Effectivement, une espèce peut s'adapter à son environnement. On avait déjà fait des tests, par exemple sur des mouches. On avait pris 40 enfin, on avait pris sur 40 générations des mouches, on les avait mises dans le noir, et à la fin, les mouches étaient totalement transparentes et blanches en fait. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient plus à s'adapter à la lumière. En tout cas, c'est quelque chose qu'on m'avait raconté dans ma paroisse. Euh, Également avec un reptile qu'on avait mis dans un environnement où normalement il n'y a pas son alimentation naturelle, eh bien il s'est adapté à son alimentation. Donc là on peut voir qu'une espèce peut s'adapter à son environnement. Et ça c'est vrai. Mais le problème c'est que la théorie de l'évolution nous vend la macroévolution. Elle nous fait penser qu'une espèce peut devenir une autre espèce. Et ça, c'est faux. Ça, on n'a aucune preuve. En tout cas, on n'a aucune preuve jusqu'ici. Ça devient problématique de l'exposer comme une réalité. Et c'est exactement le point de malhonnêteté totale qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous faire mélanger la macro et la microévolution. La microévolution, c'est juste l'adaptation à son environnement. Par exemple, la pigmentation de notre peau. En Afrique, certains sont noirs, certains sont plus ou moins bronzés, d'autres plus ou moins blancs, selon le climat. Ça s'appelle une microévolution. C'est une adaptation, par exemple, nous, des pigments de la peau pour s'adapter au soleil et au climat. Mais un noir et moi qui suis très blanc, on reste des humains. On reste de la même espèce, n'est-ce pas? Le problème de la théorie de l'évolution, c'est qu'on vous fait croire que une espèce peut en devenir une autre. Et ça, on n'a absolument aucune preuve. L'exemple des différentes espèces de pinsons des îles Galapagos illustre très bien la théorie de l'évolution de Darwin. Au cours de son voyage, Darwin a observé que la forme du bec des pinsons variait en fonction de l'environnement de leur origine. En effet, les îles Galapagos sont composées de plusieurs îles, chacune ayant des caractéristiques différentes. Sur une île où la nourriture est principalement constituée de fruits à coque, les pinsons ont des becs gros et solides, tandis que sur une autre île, où les insectes sont plus présents, les pinsons ont des becs plus fins. Ça reste des pinsons. Ça reste des pinsons. C'est une microévolution. Et plus pointus. Une adaptation à son environnement et même des espèces tout simplement qui sont différentes. Enfin, c'est la même espèce, c'est le pinson, ok? Mais ça reste un pinson. Ainsi, sur ces différentes îles, Darwin a trouvé 14 espèces de pinsons, alors qu'il n'y en a qu'une seule sur le continent américain. Il explique alors que toutes ces variétés sont issues de la même espèce qui a ensuite migré sur les différentes îles et a évolué différemment en fonction de leur environnement. Elles n'ont pas évolué, elles se sont adaptées. Exactement 127 secondes. Elles ont évolué, mais de manière micro, tout simplement. Arnaque du système éducatif. On nous a... Selon la théorie de l'évolution, toutes les espèces. Et aussi, une autre vision, c'est tout simplement que ces espèces-là sont les mêmes depuis le début. Elles sont juste différentes. Et j'aime trop donner cet exemple dès qu'on me dit oui, mais la théorie de l'évolution, machin, machin. J'aime trop, euh, j'aime trop cet exemple que je donne souvent. C'est, regarde, tu vois la tortue. C'est la tortue des mers. Et si dans plusieurs millions d'années, je pense qu'on ne sera plus là déjà, que le Christ sera déjà revenu, mais je ne sais pas, eh bien, d'autres humains font des recherches archéologiques. Ils tombent sur la tortue, euh, la tortue avec des nageoires, la tortue de mer et la tortue de terre. Ils vont se dire, ah, cette tortue a évolué en ça. Oui, mais ça reste une tortue qui était là, qui plus est au même moment. Comme là, on le voit avec les oiseaux. Mais en quoi est-ce que ça prouve un changement d'espèce?
faut comprendre qu'une espèce, c'est quoi une espèce? Une espèce se caractérise par la possibilité, bon déjà par rapport à son identité génétique, par exemple un être humain est un être humain, hein, euh, c'est d'ailleurs l'argument que je donne beaucoup pour les gens qui sont pour l'avortement. En fait, un humain, c'est un humain. Ok, l'embryon a un ADN d'être humain dès la conception, un ADN propre. C'est un être humain à 100% qui est en développement et pas un être humain à en devenir comme on le dit beaucoup. Je devrais peut-être un jour faire une vidéo sur cela. Euh, et là, c'est pareil en fait, c'est qu'une espèce est une identité génétique unique et une capacité donc de se reproduire entre elles. Mais l'adaptation n'empêche pas la reproduction. Encore une fois, quelqu'un qui vient d'Afrique et moi, on peut se reproduire. Théoriquement, on peut se reproduire et créer la vie. On n'est pas d'une espèce qui est différente. Donc, il n'y a pas de macroévolution, il n'y a pas de changement d'espèce. La théorie d'évolution se base sur le fait que vous et moi qui regardez cette vidéo, on peut devenir des limaces en plusieurs millions d'années. C'est ça le message. Animales, végétales et même bactériennes sont en constante transformation. Cette évolution se fait sur Oui, par exemple, l'argument qu'on nous donne, les bactéries qui s'adaptent aux antibiotiques, etc., mais c'est une adaptation. des milliers à des millions d'années et entraîne l'apparition de nouvelles espèces tout en provoquant la disparition d'autres. En apportant de grandes quantités de preuves scientifiques, Darwin affirme que les caractéristiques Alors, donne-nous les preuves. avantageuses sont transmises de génération en génération, tandis que les caractéristiques non avantageuses ont moins de chances d'être transmises. On parle alors de sélection naturelle qui permet aux espèces de s'adapter à leur environnement. Oui, ça c'est évident, hein. Je sais pas, un animal qui va courir plus vite qu'un autre, qui est une proie, eh bien, va plus pouvoir se reproduire et donc les gènes seront plus distribués. Par exemple, je sais pas, on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, une biche, par exemple, qui a des gènes un peu, enfin, qui courent moins vite naturellement, et une autre qui court plus vite. Statistiquement, et si on prend ça sur des milliers de biches, eh bien la biche qui court moins vite aura beaucoup plus de chances statistiquement de se faire attraper par un prédateur. Donc elle ne pourra pas se reproduire. Mais ce sera celle qui a survécu qui statistiquement, pas forcément à chaque fois, mais statistiquement dans la majorité des cas, ce sera celle qui courra le plus vite, qui aura pu survivre et donc qui aura pu se reproduire. Et c'est de la logique. C'est juste des gènes en fait. Cette théorie de l'évolution par sélection naturelle a également été développée par Alfred Russel Wallace, qui a contribué à la publication du livre de Darwin en 1859, De l'origine des espèces. Les travaux de Darwin s'inspirent du transformisme, qui a été mis en avant par le travail du naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck au XVIIIe siècle. La théorie transformiste de Lamarck est également Notons quand même que c'est toujours, c'est toujours dans l'époque de la Révolution française ou un peu après, ou enfin dans l'époque des Lumières qu'il y a ces idées. Ça me fait toujours rire quand même, hein. Faut se poser aussi des questions. une théorie de l'évolution où les espèces acquièrent des caractéristiques en fonction de leurs besoins dans l'environnement dans lequel ils vivent. Par exemple, prenons le cas des girafes. Dans un environnement où leur nourriture est en hauteur, elles sont contraintes de tirer sur leur cou. Ainsi, à force de le tendre, leur cou deviendra de plus en plus long. Les Pour le coup, c'est là où j'y crois pas trop. Euh, Déjà, est-ce qu'on a un exemple de girafe avec un petit cou? organes des animaux Si on a un exemple de girafe à petit cou, comment est-ce qu'on sait que cette girafe à petit cou est devenue une autre girafe à grand cou et que c'est pas juste deux girafes différentes à la base? se transforment donc en fonction de leur environnement, et cette transformation se fait sur plusieurs dizaines de milliers d'années en se transmettant par hérédité, c'est-à-dire des parents aux enfants. Cette Ensuite, pourquoi est-ce qu'une girafe, naturellement, qui aurait besoin d'une alimentation qui est haute, enfin déjà, à la base, il faut comprendre une chose à la base, pourquoi par exemple est-ce que le zèbre et la girafe, qui peuvent vivre dans le même environnement, pourquoi est-ce que donc le zèbre n'a pas la tête haute et la girafe n'a pas la tête basse? Pourquoi? Ils se ressemblent quand même, ces deux animaux, à la base, dans cette même logique. Alors pourquoi est-ce que le zèbre n'a jamais levé la tête pour manger et la girafe n'a jamais baissé la tête pour manger? Pourquoi est-ce que la girafe serait allée chercher l'alimentation en haut quand elle ne le pouvait pas? Imaginez un cheval, imaginez un cheval qui, au lieu de brouter, lève la tête constamment pour aller chercher dans un arbre.
Pourquoi est-ce qu'il le ferait alors qu'il a accès à la nourriture plus basse? Ça n'a aucun sens. Quel animal va chercher de la nourriture plus haute? Alors oui, s'il y a des contraintes, mais il n'y a pas des contraintes comme ça durant des milliers d'années. Théorie Et s'il y a contraintes comme ça durant des milliers d'années, ça veut dire que les autres espèces aussi ont fait face à ces contraintes-là, qui leur ont obligé à lever la tête, donc que les zèbres devaient avoir aussi des coups hauts, etc. repose donc sur l'hérédité des caractères acquis. Je dis pas que ce que je dis c'est exceptionnel ou quoi, hein, c'est juste que faut se poser des questions. Moi je me pose des questions. La théorie de Lamarck a été largement rejetée par les scientifiques, mais elle a tout de même eu une influence sur les idées de Darwin. Ce dernier a développé sa propre théorie de l'évolution fondée sur la sélection naturelle. Les caractéristiques avantageuses développées par certaines espèces pour s'adapter à leur environnement ne sont pas transmises directement par hérédité. Cela se fait par sélection naturelle, c'est-à-dire que les espèces avec les meilleures caractéristiques ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Exactement. C'est donc la nature qui sélectionne les espèces les plus aptes à vivre dans un environnement. C'est juste logique. Pour synthétiser, la théorie de l'évolution de Darwin repose donc sur deux principes fondamentaux, la variation entre les individus et la sélection naturelle. Tous les individus d'une même espèce sont différents. Ils ont chacun des caractéristiques différentes. Suite à la reproduction de l'espèce, certaines caractéristiques sont transmises par hérédité, et les meilleures caractéristiques sont conservées avec la sélection naturelle, car ils permettent à l'espèce de vivre dans de meilleures conditions, et donc de survivre et de se reproduire. Ainsi, au fil du temps, les caractéristiques des espèces évoluent en fonction de leur environnement. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. D'accord. Mais du coup, en quoi est-ce que ça nous prouve toujours pas qu'une espèce peut devenir une autre espèce? C'est ça, moi, que je veux, c'est qu'on me prouve qu'une espèce peut se transformer en une autre espèce, même en des millions d'années, si on veut. Qu'une espèce peut devenir une autre espèce. Les microévolutions, on le sait, ça existe. Oui, c'est un fait, on peut l'observer tous les jours. On peut l'observer avec des expériences, comme j'ai dit, sur les mouches, etc. Même sur les humains, on peut le voir. Ça, c'est de la microévolution, on le voit, on le sait, c'est comme ça. Mais prouvez-moi qu'une espèce peut devenir une autre espèce. C'est ça la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution se base sur le fait que l'être humain, à la base, était une bactérie, puis un poisson, puis un reptile, puis un singe, etc. sur plusieurs millions d'années. La théorie de l'évolution, c'est ça. Prouvez-le-moi. Ah tiens. La publication du livre de Darwin, L'origine des espèces, a immédiatement suscité une controverse, en particulier dans les milieux religieux, car plusieurs points de la théorie de l'évolution contredisent la Bible. En effet, dans la Bible, et plus particulièrement dans le premier livre, la Genèse, Dieu créa l'univers en 6 jours. Exactement. Au 5e jour, il crée les animaux marins et les oiseaux, puis au 6e jour, les animaux terrestres et enfin l'homme, créé à son image. Les critiques les plus virulentes sont venues des défenseurs du créationnisme, qui est la croyance selon laquelle Dieu aurait créé l'univers et donc les différentes espèces, y compris l'homme. Dans la théorie de l'évolution, Darwin précise que les humains et les singes ont un ancêtre commun. Ils ont donc évolué à partir de celui-ci en... Comment est-ce qu'on sait qu'on a un ancêtre commun? Darwin, réponds-moi. Bon, je sais que tu n'es plus de ce monde, mais répondez-moi. Les partisans de Darwin, répondez-moi. Répondez-moi. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on prouve que lui et lui, l'homme et le singe, ont le même ancêtre? Comment est-ce qu'on le prouve que lui et lui viennent de lui? Comment est-ce qu'on sait que lui n'est pas indépendant de lui et que lui serait indépendant? Ou que lui serait l'ancêtre de lui, mais que lui est indépendant des autres? Comment est-ce qu'on le sait? On ne sait pas. C'est pour ça que les croyants remettent sur Dieu la confiance, mais le problème de la science moderne, qui n'est pas vraiment de la science, puisqu'on ne peut pas répéter la chose, et si on ne peut pas répéter, on ne peut pas prouver scientifiquement, c'est la base de la base de la base du... comment dire? De la pratique scientifique, eh bien on ne peut pas exposer ça comme étant une preuve scientifique. On ne peut pas dire cette théorie extrêmement probable parce que machin. Ça peut être statistiquement la plus probable si tu le veux, mais tu ne peux pas dire que c'est une vérité.
en développant des caractéristiques différentes avec le temps, et cela vient donc s'opposer aux croyances religieuses de l'époque. Encore une fois, le singe et l'homme ne peuvent pas se reproduire, donc il y a eu un changement d'espèce entre les deux. Prouvez-moi qu'on peut changer d'espèce. En Angleterre, l'Église était encore très influente. À cette époque, les scientifiques qui s'opposaient aux croyances religieuses en proposant des théories sur l'origine des espèces, par exemple, étaient considérés comme hérétiques. Cela pouvait entraîner des conséquences sociales et professionnelles négatives, comme, par exemple, la perte de leur emploi ou de leur statut social. Cependant, malgré les nombreuses critiques et controverses et la place importante des croyances religieuses, Pourquoi? C'est normal, parce qu'en fait, on contredit directement le récit que Dieu nous a donné, en fait. C'est comme si, en fait, on fait croire que c'est problématique, mais non. C'est comme si un croyant commence à dire, un croyant hein, dans l'église commence à dire, non, on peut tuer les gens, c'est pas mal. D'accord? Bah non, en fait, du coup, ça va pas bien se passer parce que tu crois pas, t'as plus vraiment la même croyance que nous et du coup, ça pose problème. En fait, toi, tu fais ce que tu veux, mais entre nous, dans l'église, ça va poser problème, tu vois. Euh, oui, et depuis des milliers d'années, les pères de l'église ont toujours vu les choses comme ça. Darwin a réussi à répandre sa théorie de l'évolution. La collecte et l'analyse de nombreuses preuves ont permis une présentation claire et rigoureuse de sa Quelle preuve? Donnez-moi des preuves, parce que là, il dit preuve rigoureux, il dit ces deux mots qui sont très importants dans le cadre scientifique, et on veut des preuves. théorie, ce qui l'a rendue convaincante, car son livre était avant tout un argumentaire. De plus, Darwin a évité de se confronter directement à l'Église ou aux autorités religieuses et a plutôt choisi de publier ses idées dans des journaux scientifiques, où elles ont été discutées et débattues par d'autres scientifiques. Enfin, Darwin a bénéficié du soutien d'autres scientifiques, en particulier de Thomas Henry Huxley, qui a publiquement défendu sa théorie et a participé à des débats sur le sujet, contribuant ainsi à sa meilleure acceptation par le grand public. Téléchargez le jeu d'action. Je répète, on nous a toujours pas exposé des preuves scientifiques qu'une espèce peut en devenir une autre. On l'a toujours pas fait. Et c'est ça la théorie de l'évolution. In War Thunder et sublimez votre journée avec des batailles palpitantes. On nous parle de rigoureux, de scientifique, aucune preuve. La théorie de l'évolution a été confirmée par les progrès de la génétique au milieu du XXe siècle. Allez, donnez-nous des arguments La un petit peu. génétique est la branche de la biologie qui étudie l'hérédité et la variation des caractéristiques chez les êtres vivants. D'accord, Elle permet de suivre la transmission des informations génétiques d'une génération à l'autre. d'accord. Ainsi, en étudiant les gènes d'une population, les scientifiques sont en mesure de retracer l'histoire d'une espèce. À Oui. l'époque de Darwin, et selon la définition du paléontologue français Georges Cuvier, une espèce est la collection de tous les individus issus de parents communs et de tous ceux qui leur ressemblent, De sa même autant qu'ils espèce. se ressemblent entre eux. De sa même espèce. Une espèce. Une espèce. Qui a tout ça. Une espèce. Pas une espèce qui en devient une autre. Avec En fait, l'apparition je suis sûr qu'on est d'accord avec beaucoup d'anthropologues ou de naturalistes, etc. Mais je suis sûr que pour beaucoup, en fait, on a déformé leurs propos. Et en fait, une fois, on confond la micro et la macro. de la Évolution. génétique, la notion d'espèce a évolué et est passée de l'idée de ressemblance à l'idée de descendance. En effet, c'est l'étude des génomes, c'est-à-dire l'ensemble de l'ADN qui regroupe tous les gènes d'un individu, qui permet de déterminer ses caractéristiques. Cette étude nous donne la divergence entre les espèces. Prenons par exemple les 5 espèces suivantes. L'homme, le cheval, le coq, la carpe et le requin. Ils sont tous issus du même ancêtre commun et ont donc certains gènes en commun, Ah. comme par exemple l'hémoglobine, qui permet le transport de l'oxygène. En étudiant le génome et en prenant en considération le critère de l'hémoglobine, il a été constaté que l'homme présente moins de différences génétiques avec le cheval qu'avec le requin. Vous savez, je crois que l'homme et la banane, je crois qu'ils ont un ADN qui est 30% similaire. Je crois, si je dis pas de bêtises, je me corrigerai en description. Je crois que l'homme et la banane ont des informations ADN qui sont similaires. Est-ce que l'homme et la banane... Désolé, je suis désolé, c'est ridicule.
Est-ce que l'homme est la banane? Désolé. Est-ce que l'homme et la banane ont le même ancêtre? Oh là là. qui est cohérent à première vue. Mais en revanche, il a été observé que le requin présente moins de différences génétiques avec l'homme qu'avec la carpe, ce qui est moins intuitif. Oh. Nous approfondirons ces notions dans Ah bon? une prochaine vidéo où nous retracerons l'origine de la vie. Les individus peuvent disparaître avec le temps, mais leur information génétique est transmise par la Une girafe reste une autre girafe, pour l'instant. reproduction, permettant ainsi de préserver l'espèce et ses caractéristiques. L'histoire évolutive d'une espèce est façonnée par l'évolution de son information génétique. Cette information est sélectionnée par la nature en fonction de son avantage adaptatif et se transmet de génération en génération, fabriquant progressivement des organismes de mieux en mieux adaptés à leur environnement. C'est toujours une girafe. Ainsi, bien que les individus puissent disparaître, leur information génétique continue de jouer un rôle crucial dans la préservation de l'espèce et dans son Et dites-moi s'il y a des preuves, hein. Moi je sais pas, mais dites-moi s'il y a eu des retrouvailles de girafes à coup court, à coup qui est pas long. Dites-le moi. S'il n'y en a pas, pourquoi est-ce qu'on nous expose l'argument de la girafe à coup court? évolution au fil du temps. Bon. Donc je sors de cette vidéo avec aucune preuve du coup. Aucune preuve. Toujours aucune preuve. Et vous savez, moi j'en fais quelque chose de très sérieux, ça. Parce qu'on vous l'expose comme une vérité. On vous l'expose comme la théorie scientifique la plus sérieuse sur l'homme. Mais pourtant, elle n'est basée sur rien, scientifiquement. Rien ne prouve la macroévolution. Aucune preuve scientifique. Écoutez-moi bien. Faites toutes les recherches que vous voulez. Allez demander à n'importe qui. Fouillez dans toutes les études de l'humanité. Il n'y a aucune preuve scientifique de la macroévolution. Il n'y a aucune preuve scientifique qu'une espèce peut évoluer en une autre espèce. Nous avons des preuves scientifiques et des preuves visuelles, logiques, qu'une espèce peut s'adapter à son environnement, comme il a dit avec la sélection naturelle, ou par rapport à... en fait, on l'impose un nouvel environnement, mais on ne peut pas prouver qu'une espèce peut devenir une autre espèce, que le poisson peut devenir humain, que cela peut devenir cela, qu'une mouche peut devenir girafe en plusieurs millions d'années. Nous n'avons absolument aucune preuve de ça. Aucune. Cherchez où vous voulez. Tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous exposer ce que je pense sur la question. Je pense que la théorie de l'évolution n'est pas une théorie qui est bête. Tout simplement. Je pense juste que c'est une théorie et non pas une théorie scientifique, ni une preuve scientifique. Je pense juste que c'est une théorie comme il y en existe des milliers d'autres. Ok? Je pense que quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu et qui croit seulement en la nature et qui croit en la théorie de l'évolution, je ne pense pas qu'il soit bête. Je pense justement qu'il est fondé sur des éléments. Par exemple, il n'a pas exposé là les couches terrestres. Il aurait dû exposer l'argument. J'y aurais quand même répondu, mais c'est vrai que sa vidéo durait que 11 minutes. Mais bon, si ça avait duré 30 minutes, il aurait parlé par exemple des couches terrestres, etc. Donc pour quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, et qui croit seulement en la nature, encore une fois, je pense que la théorie de l'évolution n'est pas insensée. Mais pour quelqu'un comme moi qui croit en Dieu, ou qui simplement ne croit pas que tout est venu par hasard, on ne peut pas nous prouver la théorie de l'évolution. Et oui, si la théorie de l'évolution s'avère vraie scientifiquement, de manière absolue, ça voudra dire que la Bible et que le Christ sera faux. Ce qui est absolument impossible. Parce qu'on ne peut pas nous prouver la théorie de l'évolution.
Donc, n'exposez pas la théorie d'évolution comme une réalité absolue, continuez à l'exposer comme une théorie, et c'est très bien comme ça. Arrêtez d'éduquer, d'apprendre cette théorie à l'école, elle n'a pas... On peut en parler. Je ne suis pas absolu, vous savez, enfin, même si j'aimerais qu'on ne parle absolument pas, parce que encore une fois, on peut parler de sélection naturelle, d'adaptation à l'environnement, etc. C'est intéressant, c'est le vivant, c'est comme ça. C'est la création de Dieu qui a évolué de manière micro. Mais je n'aime pas qu'on nous impose la croyance que l'homme viendrait du singe, alors que ce n'est pas la même espèce. C'est tout. Et oui, malheureusement, l'Église catholique aujourd'hui, moderne, euh, etc., ont cédé, malheureusement, ont cédé à la pression de la science, ont cédé et ont accepté que... Elles ont cédé, elles ont accepté la théorie de l'évolution. Il y a des gens que j'aime beaucoup, d'ailleurs, comme le frère Paul Adrien, qui essaye de nous expliquer ça, ou d'autres prêtres catholiques, euh, qui essayent de nous expliquer la théorie de l'évolution tant bien que mal, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que les pères de l'Église, et là je suis vraiment dans la théologie, et dans la lecture des textes, les pères de l'Église, d'accord, qui sont les pères de l'Église, qui sont des gens extrêmement importants, des évêques, n'ont jamais cru à la théorie de l'évolution. Ils ont toujours pensé au créationnisme. Et ils nous ont toujours donné beaucoup de lectures différentes. Enfin, il y a des lectures différentes. Et vous savez, j'aime beaucoup donc donner cet exemple, personnellement. Par exemple, des New Age, qui aiment beaucoup nous dire, on voit beaucoup passer ça sur les réseaux, oui, le Christ n'est pas vraiment mort sur la croix, tout ça c'est qu'un récit spirituel, la Bible c'est la vérité, mais c'est pour vous dire qu'en fait c'est vous qui avez le pouvoir de vous sauver et que le Christ est l'homme qu'on peut atteindre, etc. Mais qu'il n'est pas vraiment mort sur la croix. Ou alors des athées qui pensent que bah oui, c'est possible qu'un homme nommé Jésus soit mort sur la croix, c'est un fait historique qui est reconnu euh, par plusieurs sources différentes qui font que c'est encore plus crédible. Mais je ne crois pas, je ne le reconnais pas comme étant Dieu. Mais c'est la même logique. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une seule lecture? Les pères de l'Église nous ont toujours exposé plusieurs lectures en réalité. Et en fait, où est-ce que je veux en venir en disant ça? Je veux en venir dans le fait que, par exemple, on dit, euh, ceux qui acceptent la théorie de l'évolution nous disent, oui, en fait, c'est l'homme n'a pas, il n'y avait pas vraiment le fruit, il n'y avait pas vraiment Adam et Ève. Bon, voilà, c'était un récit. Bon, voilà, c'était pas vraiment 6 jours, c'était une métaphore. Voilà. Alors que les pères de l'Église nous lisent bien ça dans un contexte littéral, mais aussi dans un contexte métaphorique. Mais l'un n'annule pas l'autre. Et c'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure. C'est que l'un n'enlève pas l'autre, pardon. C'est pas forcément, ah, soit c'est réel, soit c'est métaphore. C'est les deux. Comme le Christ sur la croix est bel et bien mort sur la croix physiquement pour nos péchés, et il y a aussi une dimension spirituelle qui est la plus importante. Mais le sacrifice physique du Christ sur la croix qui a souffert pour nos péchés, où il y a eu du sang, de la souffrance, des blessures, etc., c'est réel. Et justement, ce serait comme annuler la dimension physique du sacrifice du Christ. Ça n'a aucun sens. Ou comme annuler la dimension spirituelle de son sacrifice. Ça n'a aucun sens. Les deux vont ensemble. C'est pareil. Une lecture n'annule pas l'autre. Les deux peuvent se compléter. Il y a souvent plusieurs lectures. Tout simplement. Donc, en tant que croyant, aucun croyant ne devrait croire à la théorie de l'évolution parce qu'il n'y a aucune preuve de ça. Et l'Église nous a toujours dit que bah, Dieu a fait la création. Donc pourquoi devrions-nous croire plus à une chose qui n'est pas crédible qu'à une autre comment dire, bah, qui est basée sur notre croyance en fait. On ne peut pas dire ah moi je suis chrétien, voilà je suis la tradition, mais c'est vrai que la théorie d'évolution, bon ça a l'air crédible. Non, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Ensuite, comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'on arrête d'exposer ça comme quelque chose avec des preuves scientifiques. On n'a aucune preuve scientifique de la macroévolution. J'ai déjà assez déblatéré sur la question. Tout simplement. Je vais vous mettre en vidéo. Également, j'aimerais avant tout prévenir de quelque chose. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas
membre de l'Église, alors je peux avoir fait des erreurs sur, comment dire, sur la foi, etc., sur l'interprétation théologique, sur des informations que j'ai pu dire. J'ai pu faire des erreurs, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un prêtre. Donc, si vous avez des doutes, allez demander à votre prêtre par rapport à des questions spécifiques. Euh, Faites vos recherches aussi de votre côté. Mon but, ma chaîne, même d'habitude quand je parle d'alimentation ancestrale, a toujours pour but d'aller faire ses propres recherches. Ok, je ne suis pas une source d'information, je suis une source de remise en question. Et je l'ai toujours dit. Euh, Mon but, moi, c'est de vous faire réfléchir. Et que vous preniez vos propres décisions tout seul. Et que vous croyez ce que vous voulez tout seul. Euh, voilà. Donc je ne suis pas une fiabilité spirituelle totale, hein, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas tout ça. Donc si vous avez des questions, faites vos recherches, allez demander à un prêtre orthodoxe et il vous donnera la réponse. Orthodoxe, hein, c'est très important, orthodoxe traditionnel, hein, par exemple Procore, donc église orthodoxe russe hors frontières, où il y a certaines églises qui sont beaucoup plus traditionnelles. Voilà. Également, donc, je vais vous mettre en description des 2 vidéos qui ont été faites de la chaîne Tradition Orthodoxe. euh, où en fait bah, c'est lui pour le coup qui m'a vraiment convaincu, qui m'a donné ces arguments que j'ai donné dans la vidéo, mais là c'est 2 vidéos qui sont beaucoup plus longues et avec beaucoup plus de détails où il répond à des idées. Euh, et donc si vraiment le sujet vous intéresse, que vous vous posez des questions vous-même sur la théorie d'évolution et que ce que je vous ai dit vous a interpellé, on n'a aucune preuve, c'est un petit peu fallacieux de l'exposer comme une réalité absolue, et bien allez voir ces vidéos, ok, que j'envoie à toute personne avec qui je discute euh, de ces théories. Voilà, il va vous donner encore plus de détails que moi et plus de preuves, si je peux dire. Euh, voilà. Encore une fois, la théorie de l'évolution, c'est normal. L'homme se pose des questions. Mais l'exposer comme une réalité, ça me dérange par contre. Tout simplement. Et le fait que l'Église catholique, etc., ait cédé à ces choses aujourd'hui, alors qu'elle s'est battue longuement, comme on l'a vu ici dans cette vidéo, pour ses idées, ça me fait. Ça m'attriste un peu. Est-ce que les églises orthodoxes aujourd'hui, qui sont associées au patriarcat, y croient? Je ne sais pas, il faudrait que je fasse mes recherches. Mais bon, soit. Ok. Allez voir donc ces vidéos que je vous mets en description. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des informations, si vous croyez vous à la théorie de l'évolution, que vous voulez me convaincre de votre chose, mais il me faudra des preuves par contre. Sauf qu'il n'y en a aucune. Si vous voulez discuter, on peut discuter. Tâchez juste de rester poli, de ne pas commenter bêtement, ok? Parce que, encore une fois, la nouvelle théorie, c'est celle de l'évolution, pas celle du créationnisme. La théorie du créationnisme, elle existe depuis des milliers d'années. C'est la plus ancienne, c'est la plus fondée depuis toute l'histoire. Donc, c'est pas vraiment à nous de prouver notre point. C'est plus à la théorie de l'évolution, à Darwin de prouver son point. Ce qui n'a toujours pas été fait, ce qui factuellement n'est pas vraiment possible à faire. Ou alors si, mais il faut prouver qu'une espèce peut devenir une autre espèce, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Je peux parler de mon school ici, mais allez voir ma chaîne en général. Je parle d'alimentation ancestrale. Ici, c'est pas l'endroit pour parler de ça, mais je voulais juste parler de ce sujet qui, selon moi, est associé déjà à la croyance, à la foi. Euh, c'est un mensonge, hein, tout simplement, qui est exposé comme une réalité. Euh, hum, et qui, selon moi, est aussi associé à l'alimentation, à la santé, parce que, bah, par exemple, on dit que l'homme a évolué avec la viande, que l'homme était un singe, et donc machin, qu'il est devenu plus intelligent, etc. Alors que moi, je ne crois pas à ça. Donc voilà, là aussi, ça pose problème du coup, dans certaines conclusions. Par exemple, certains carnivores qui viennent nous dire que l'homme était bah, carnivore à l'époque, etc. Alors que ça compose certaines parties de l'histoire pour certaines personnes, pour... Voilà, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. En fait, je suis d'accord, comment dire, on est d'accord, comme vous l'aurez compris, partiellement, donc avec la sélection naturelle, etc. Mais ils viennent vous contourner la sélection naturelle comme, en fait, on vient, comme j'ai dit plein de fois, mélanger la micro et la macroévolution. Je crois en la microévolution, mais pas à la macroévolution, et on n'a aucune preuve. Voilà, tout simplement. Bonne journée à vous, merci pour votre visionnage.